Citoyens d'Israël, אנחנו מצויים nous nous trouvons בעיצומה של מלחמה קיומית au cœur d'une guerre מול ציר existentielle הרשע של איראן. face à l'axe du mal de l'Iran. La première condition de la victoire המלחמה הקיומית הזאת dans cette guerre זה existentielle, אחדות בתוכנו. c'est אנחנו l'unité parmi צריכים nous. לעמוד מלוכדים כאיש אחד. Nous devons être unis comme un seul מול homme אויב אכזר face à un ennemi שרוצה cruel להשמיד את כולנו. qui את veut כולנו, tous nous בלי détruire, יוצא מן nous הכלל. tous, sans exception, gauche comme droite, חילונים, religieux et laïcs, יהודים ולא יהודים. juifs et non-juifs. אנחנו גילינו את זה Nous avons découvert cela non seulement le 7 octobre, nous l'avons découvert pendant toute la guerre, mais nous l'avons découvert encore davantage, à nouveau, הטבח הנורא, avec le terrible massacre, הוצאה להורג בדם קר, avec l'exécution de sang-froid 6 מחטופינו, de 6 de nos otages, כרמל גת, Carmel Gat, עדן ירושלמי, Eden Yerushalmi, הירש גולדברג פולין, Hirsch Goldberg סשה Polina, לובנוב, Sacha Lubanov, אלמוג סרוסי, Almog Saroussi ורב סמל ראשון, et le sergent Oredanino. דמם. Que Dieu venge leur sang. ביממה האחרונה שוחחתי בטלפון Cette dernière journée, j'ai parlé au téléphone avec quelques membres de leur famille שיחה, et pendant ces conversations, je regarde תמונות les photographies של הנשמות הטהורות הללו. de ces âmes pures. והלב שלי, הלב Et של mon האומה, cœur, le cœur de la nation, נשבר לרסיסים. se brise en 1000 אתה morceaux. רואה את האור שקורן מפניהם, Vous voyez la lumière qui émane de leur visage, vous voyez l'espoir, la noblesse, leurs histoires de vie merveilleuses. האור הזה נכבה באבחה. Et toute cette lumière a été éteinte d'un seul coup, d'un seul. Toute cette pureté a été על déchirée ידי יד אכזרית של מפלצות. par la main cruelle de ces monstres. אמרתי למשפחות, J'ai dit aux familles, ואני חוזר ואומר גם הערב, et je le dis et le répète ce soir encore, אני מבקש את סליחתכם, je vous demande pardon שלא הצלחנו להביא אותם חזרה בחיים. que nous n'ayons pas réussi à les ramener en vie. היינו קרובים, אבל לא On הצלחנו. était proches, mais on n'y est pas arrivé. ואני חוזר ואומר גם הערב, Et je dis et répète ce soir encore, ישראל לא תעבור ישראל לסדר-היום על הטבח הזה. n'oubliera pas חמאס ישלם le massacre. Le Hamas en paiera le prix, et le prix sera très lourd. במלחמה נגד ציר La הרשע, guerre במלחמה contre l'axe הספציפית הזאת, du mal, cette guerre spécifique, נגד חמאס, contre le Hamas, וגם בצפון. et dans le nord aussi, nous avons 4 objectifs. Liquider le Hamas, להשיב את כל חטופינו, ramener tous nos otages, להבטיח שעזה לא תהווה עוד איום על ישראל, assurer que Gaza ne soit plus une menace contre Israël et ramener en sécurité nos habitants sur la frontière nord. 3 מתוך המטרות הללו 3 de ces objectifs עוברות דרך מקום אחד, passent par un seul endroit, l'axe de Philadelphie. זהו צינור החמצן וההתחמשות של החמאס. C'est là le tuyau d'oxygène du Hamas. להסביר Et je voudrais en quelques minutes expliquer ce que signifie cet axe Philadelphie. C'est quoi? מה המשמעות שלו לביטחון ישראל, Quelle est son importance pour la sécurité d'Israël? Quelle est son importance pour assurer לא יהיה לנו עוד 7 באוקטובר ועוד que nous ne revivrons pas encore et encore des 7 octobre à plusieurs reprises, comme le Hamas nous a promis de le faire? אני רוצה להראות לכם קודם כל, Je voudrais d'abord vous montrer במשך השנים, ce que nous avons eu pendant des années jusqu'à ce que nous quittions l'endroit. Voilà Israël, voilà l'Égypte, vous voyez la bande de Gaza, la courte distance de Tel Aviv, de Beersheba et des localités autour de Gaza, mais on avait une frontière internationale, cette frontière qui va de la mer זה היה הגבול jusqu'à Eilat. הבינלאומי של מדינת ישראל. C'était la frontière internationale d'Israël. רוצה, אם אפשר להגדיל את זה בבקשה? Est-ce que vous pouvez agrandir? הגדלה. Quand vous le regardez כל הגבולות האלה, הגבול maintenant, הימי, vous voyez que toute cette frontière maritime est sous notre contrôle. La frontière est aussi autour de Ashkelon, Sderot, les kibbutz, le point de Kerem Shalom, et en bas, l'axe Philadelphie et le point de passage de Rafah sont sous notre contrôle. עכשיו הנה מה שקרה, Voilà ce qui s'est passé
Quand nous sommes sortis de Gaza, ce qui s'est passé, c'est que les frontières sont restées entre nos mains. Ils ont essayé de faire des flottilles, comme le Marmara, pour rentrer par la mer, que nous avons réussi à arrêter. La frontière terrestre est sous notre contrôle et rien ne passe. Mais quand nous avons quitté et l'axe Philadelphie, en fait, l'axe Philadelphie, c'est la frontière entre la bande de Gaza et l'Égypte. Et dès qu'on en est sorti, nous n'avions plus aucun blocage empêchant la pénétration massive d'armements et de munitions et des capacités de fabriquer des armements et de creuser des tunnels, tout cela financé, organisé, orchestré par l'Iran. Et vous voyez que tout cela a pénétré dans Gaza et Gaza est devenue une énorme menace contre l'État d'Israël parce qu'il n'y avait pas de blocage au niveau de l'axe Philadelphie. Voilà ce qui s'est passé. Donc, la question se pose et on me la pose évidemment. Si c'était si mauvais, pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas reconquis? Pourquoi vous n'avez pas reconquis l'axe Philadelphie? Eh bien, la réponse, c'est que nous avons constamment essayé de porter atteinte. Après que ça ait eu lieu, tout de suite après le désengagement, et surtout sous Morsi, mais même à la suite, même sous Moubarak et les autres, ça a continué tout le temps, cet armement, cette contrebande d'armes, et on s'est battu avec à plusieurs reprises. Moi, j'ai mené 3 guerres, 3 opérations, Gardien des murailles, plan durci, que j'ai menées. Nous nous sommes battus contre cela et malheureusement, on a liquidé certainement des terroristes, Djabri, le chef d'état-major du Hamas, mais il n'y avait pas de légitimation internationale ou nationale de rentrer pour reconquérir Gaza et pour réoccuper l'axe Philadelphie, le passage de Rafah. Il n'y avait pas d'accord national ou international. L'importance de l'axe Philadelphie, je ne l'ai pas découverte maintenant. Ça fait 20 ans que j'en parle. Sharon a appelé au désengagement en 2003, ensuite le 26 mars 2004. J'ai décrit quelles étaient les exigences minimales que j'exigeais et j'ai dit la première condition, c'est le contrôle sur tous les points de passage vers et de la bande de Gaza, au sol, en mer et dans les airs. L'axe Philadelphie qui sépare la bande de Gaza et l'Égypte ne doit pas être évacué. Si Israël renonce à son contrôle, Gaza deviendra une enclave terroriste. Quand j'ai démissionné du gouvernement, quand j'ai vu qu'ils allaient faire le désengagement véritablement, j'ai donné au Premier ministre Sharon ma lettre de démission et je lui ai dit que le minimum exigé, c'est de préserver l'axe de Philadelphie entre nos mains. Donc ce n'est pas nouveau. Il était bien clair que si nous ne contrôlons pas cet axe, il y aurait un réarmement, il y aurait la création d'un monstre. L'axe du mal a besoin de l'axe Philadelphie. C'est la raison pour laquelle nous devons prendre le contrôle de l'axe Philadelphie. Le Hamas s'entête. Exactement pour cela que nous évacuions. Et c'est la raison pour laquelle je m'entête à rester sur cet axe. La présence sur l'axe Philadelphie est une question politique stratégique. Nous devons déterminer de rester là-bas. On me dit, mais on va sortir, qu'est-ce que ça peut faire? Pour 42 jours, et puis on reviendra. Et moi j'ai dit, ça on l'a déjà fait. On a vu ce film. On y était, quand on a quitté le Liban, on nous a dit, dès qu'il y aurait une première roquette, on rentrerait et on reconquerrait. Et on aurait le soutien international à se faire. Des milliers de missiles ont été tirés depuis le Liban sans qu'on ait le soutien international. On nous a dit, quand on est sorti de la bande de Gaza, maintenant, on a dit quel est le problème. Dès la première roquette, nous rentrerons de nouveau. La première roquette tirée
du sol ou en sous-sol, on rentrerait de nouveau. 20 ans se sont écoulés, on n'est jamais revenu à Gaza. Donc tous ceux qui nous disent qu'on reviendrait sans problème, oui, si, il y a un problème. Et comment? Ce n'est pas facile de le faire. Et ce n'est pas une question tactique militaire. C'est une question de pression politique énorme qui sera utilisée par le monde entier. Si nous sortons, nous ne pourrons pas revenir. On ne reviendra pas. Je vous ai dit combien on a eu du mal à surmonter la pression internationale à laquelle j'ai résisté pour rentrer à Rafah. Regardez ce qu'on a payé. Pression internationale énorme, la Cour de justice internationale, ils savaient qu'on allait prendre cette décision de rentrer à Rafah. Il y a eu un embargo sur nos armements qui va augmentant. On a payé de la vie de nos soldats. Mais cela n'est rien par rapport à la pression qu'on exercera sur nous si nous sortons. Et tout le monde le comprend. Mais personne ne nous soutient. Tout le monde veut qu'on arrête la guerre. Ce que tout le monde veut, qu'on termine la guerre. Et cet axe est différent de tous les autres endroits. C'est central, c'est essentiel pour l'avenir, pour tout notre avenir. Son importance est essentielle pour nous. Mais le monde qui veut la fin de la guerre, la dernière chose qu'ils veulent, c'est qu'on y reste et on fait des pressions énormes sur nous au Conseil de sécurité sans rentrer dans les détails pour pas donner d'autres idées. Mais je peux vous le garantir. Pourquoi rentrer dans ce piège? On nous dit que c'est possible. Eh bien, moi, je vous dis que ceci ne ramènera pas les otages, au contraire. Au contraire, je peux vous dire que quand nous sommes rentrés dans l'axe Philadelphie, ce n'est qu'alors qu'on a vu un changement avoir lieu. Pendant de longs mois, après le premier accord, le Hamas n'a pas bougé d'un millimètre. Il voulait qu'on déclare à l'avance la fin de la guerre, qu'on s'engage de sortir de la bande de Gaza et de leur permettre de reprendre le contrôle de Gaza. Dès la première faille, et bien sûr, cela n'a mené ni à un accord ni à une libération. Mais la première faille est venue quand on est rentré à Rafah et qu'on a pris le contrôle de l'axe Philadelphie, qu'on a pris le contrôle du point de passage de Rafah, et tout à coup, ils ont changé leur ton. Ensuite, ils ont reculé quand ils ont pensé que l'Iran allait les sauver, que le Hezbollah allait les sauver. Maintenant, ils espèrent que la pression internationale, la pression interne viendrait les sauver. Mais le fait est que le premier changement effectif vers un accord qui serait possible vient de l'occupation de l'axe Philadelphie, son évacuation. Si vous sortez de là, vous n'y reviendrez pas. J'ai dit que nous ne sortons pas pour 42 parce qu'on y serait 42 ans. C'est pas vrai, j'ai pas dit ça. J'ai été cité de manière erronée. Mais je sais que si on en sort, on ne reviendra pas pendant 42 ans. Quand on est sorti de Gaza, on n'est pas revenu pendant 20 ans. Après nous être battus, avoir sacrifié, après les avoir tenus à la gorge. Et c'est ça qui peut nous ramener les otages et qui empêche de faire passer les otages vers l'étranger. On pourrait les évacuer pendant ces 42 jours vers des pays étrangers, vers le Sinaï. C'est quelques mètres de distance à parcourir. Ils pourraient disparaître pour toujours, ces otages. On pourrait les retrouver en Iran ou au Yémen. En aucun cas. Après tout cela, nous ne renoncerons pas et nous ne tomberons pas dans ce piège affreux qui n'est pas une question tactique ou militaire, c'est une question stratégique politique. Et comme il y a eu des éléments sécuritaires qui disaient « mais il n'y a pas de problème, on peut sortir de la bande de Gaza, le désengagement, on peut sortir du Liban, et on va y revenir après le 9 octobre », on a appris à être un peu plus prudent dans nos évaluations et à comprendre tous les éléments à prendre en compte. Malheureusement, bien que de toutes nos forces, et moi de toutes mes forces, de toute mon âme, nous voulons arriver à un accord et promouvoir un accord, malheureusement, il n'y a pas le même effort fait du côté du Hamas. Nous avons été d'accord pour l'accord présenté par le président Biden le 31 mai.
Nous avons été d'accord à ce qu'ils ont appelé la dernière proposition de médiation définitive le 16 octobre. On a été d'accord sur tout, mais c'est le premier qui a refusé, c'est le Hamas. Le premier a été refusé par le Hamas, le second aussi. Le représentant Al-Khia a dit hier, retrait de toute la bande de Gaza, fin de la guerre, et laissez-nous au pouvoir. C'est leur position. Ils n'ont pas bougé d'un millimètre, mais dès qu'ils pensent qu'il y a un point faible chez nous, ou une pression qui nous briserait, ils reviennent en arrière. Et donc, nous ne sortirons pas. L'importance de l'axe Philadelphie est cardinale pour ramener les otages et pour assurer que le Hamas soit écrasé et que Gaza ne redevienne plus une menace. Donc, nous avons clarifié notre position. Mais parmi nous, on a commencé à entendre des voix dans le cabinet, des ministres du gouvernement qui ont dit « mais il n'y a pas de problème, on peut sortir, bien qu'on ait pris la décision de ne pas sortir ». Et donc, j'ai dû amener cela de manière officielle au cabinet de guerre et le fixer et clarifier qu'il y a des choses sur lesquelles on ne ferait pas de compromis. Je voudrais spécifier. Je fais preuve de souplesse là où je peux le faire. Je ne suis pas entêté si je peux être flexible et je ne suis pas flexible là où nous devons être fermes. Parce qu'il ne faut pas qu'on revienne à la catastrophe que nous avons déjà vécue. L'axe du mal a besoin de l'axe Philadelphie. Nous avons besoin de détenir l'axe Philadelphie et d'y rester. Donc, après avoir pris la décision au cabinet, j'ai été très choqué, mais vraiment renversé, d'entendre parmi nous qui disent qu'on peut sortir, mais quand est-ce qu'on a dit ça? Après qu'on nous ait massacrés, après qu'on ait tué 6 otages? De sang-froid? C'est quoi le message au Hamas? C'est quoi le message au Hamas? Tuer des otages, on fera des concessions? Je vous dis qu'il est légitime dans les débats que chaque ministre exprime son opinion, c'est son devoir. Tous ceux qui connaissent ces débats, et parfois on détourne les choses, mais tout le monde sait la vérité. J'encourage. Tout le monde a donné son opinion. Je n'empêche personne d'exprimer son opinion, au contraire, mais quand une décision a été prise, elle engage tout le monde. Être membre du cabinet, ça n'est pas un programme au choix. Quand une décision est prise, elle engage tout le monde. Et le message que nous changerions une décision stratégique vitale, d'ailleurs changer des décisions sous la pression du massacre de nos otages, c'est un message horrible. C'est simplement encourager encore d'autres assassinats et du terrorisme. Ça n'arrivera donc pas. Il n'en est pas question. Le Hamas, bien entendu, pense qu'il va y arriver. Tant qu'il voit que nous sommes divisés, ça n'est pas nouveau. Ils utilisent cette tactique depuis plus d'1 an. Montrez cela. Vous pouvez remettre ça, s'il vous plaît? Voilà ce que nous voulons. Ça, elle reste là et empêche le passage. Ils veulent nous en faire partir, mais partir aussi de la bande de Gaza. Le Hamas utilise la division parmi nous pour nous affaiblir, pour l'emporter sur nous. Comment ils le font? Voilà les directives qu'on a trouvées dans un des tunnels du Hamas. Nos soldats ont trouvé ce document. Dans la presse, on a dit que c'était si noir. Je ne peux pas m'y engager, mais je peux vous dire que c'est les dirigeants du Hamas qui ont écrit cela. Voilà le document d'origine en arabe. Voilà sa traduction.
Il faut renforcer la diffusion d'images des otages pour la pression psychologique que cela crée. Tout faire pour renforcer la pression psychologique sur Gallant, continuer sur la ligne de la responsabilité de Netanyahou, porter atteinte au narratif israélien que l'opération terrestre sert à libérer les otages. Mais mot pour mot, je viens de vous citer ce document. Voilà les messages du Hamas, voilà sa stratégie. Ils veulent nous diviser, ils se basent sur les divisions internes, ils pensent que la majorité de la population va les suivre et ils ont tort. Je l'ai dit à l'époque, quand il y a eu les débats sur les insubordinations, je savais que le débat était terrible, mais que tout le monde serait là répondant à l'appel en camp de danger. Et ils étaient sûrs que nous allions tous céder. Eh bien, je savais que au moment de la guerre, nous serions unis. Eh bien, maintenant, ils croient, à cause des manifestations, que nous allons renoncer à ce qui est l'assurance de notre avenir, que l'on peut nous diviser et que nous céderons à cause de cette division interne. Je ne céderai pas à cette pression, je sais résister aux pressions, et aux pressions encore plus importantes. Et notre peuple ne renoncera pas et résistera aux pressions. Tout le monde me comprend, et peu importe ce qu'on voit sur les écrans, ça n'a aucun intérêt. Je dis à Sinoir, ne vous faites pas d'illusions. Ça n'arrivera pas. Nous devons être unis autour de notre intérêt existentiel. Œuvrer ensemble pour que l'ennemi comprenne, comme ils ont compris pour la fin de la guerre, et qu'il comprendra maintenant, pour la fin de la guerre, comprendra maintenant que nous ne renoncerons pas aux choses essentielles. Et on renonce, on fait des compromis sur les choses qui ne sont pas vitales. Au fil de l'année, je l'ai fait, j'en ai fait la preuve. Mais sur les choses existentielles, nous sommes unis. Et dès que le Hamas comprendra cela, dès qu'il aura compris cela, il y aura un accord. Et quand il comprendra cela, nous assurerons aussi notre existence et notre avenir. Ensemble, nous tiendrons, ensemble, nous nous battrons. Et ensemble, avec l'aide de Dieu, nous l'emporterons et nous vaincrons. Comment est-ce que vous voyez le lendemain de la guerre? Est-ce qu'on peut faire confiance à l'Égypte sur la bande de Gaza? Biden a dit qu'il n'était pas satisfait de vos efforts sur les négociations. Le jour du lendemain, il faudra que ce soit le jour du lendemain du Hamas. Donc d'abord, il faut écraser le Hamas. Le lendemain, nous devrons contrôler ces points de passage du point de vue sécuritaire dans un avenir proche. Si un jour, quelqu'un d'autre s'occupe de Gaza dans un accord définitif, eh bien c'est possible. Mais pour l'instant, c'est nous qui serons là pour s'occuper de la sécurité et préserver la frontière pour qu'il n'y ait pas de contrebande d'armes d'assassinat qui amènerait d'autres massacres, d'autres viols, d'autres menaces, d'autres prises d'otages. Un des éléments de cet axe, c'est la menace. La grande question sur laquelle nous travaillons, comment, et on est très près de l'effondrement du Hamas. Il est pratiquement terminé, je l'ai dit il y a quelques mois, on ne me croyait pas, maintenant on commence à me croire. Mais nous devons encore empêcher le Hamas de contrôler la situation, c'est pourquoi nous devons trouver un remplacement à une partie importante de l'aide humanitaire, et c'est ce à quoi nous travaillons parce que c'est important pour le lendemain de la guerre. Ce que l'on attribue au président Biden, je ne sais pas ce qu'il a dit, et je voudrais juste parler de fait. Le 27 avril, il a dit qu'il y avait une proposition généreuse et exceptionnelle qu'Israël a fait. Le 31 mai, comme je viens de le dire, Israël a été d'accord du plan qui a été présidé par le président Biden. C'est le Hamas qui a refusé. Le 16 août, Israël a été d'accord à une formule définitive. Le Hamas a refusé. Le 19 août, le secrétaire d'État Blinken a dit
Israël a été d'accord sur la proposition américaine. C'est maintenant le Hamas qui doit accepter. Le 28 août, le vice-président de la CIA a dit « Israël a fait preuve de sérieux dans les négociations. Et maintenant, c'est au tour du Hamas. » Et il y a 5 jours. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 5 jours? Ce qui s'est passé, c'est une seule chose. On nous a assassinés 6 otages de sang-froid. Alors après cet assassinat affreux, je ne crois pas que quelqu'un pourra sérieusement dire que nous devons maintenant céder, vous n'êtes pas sérieux, le Hamas est sérieux. Je ne pense pas que cela soit possible. Je ne pense pas que quelqu'un le pense vraiment. Et je ne pense pas que le président Biden ait vraiment dit ça.